Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Dorel Paraskiv, professeur universitaire à l'Académie des études économiques de Bucarest, l'AC. Dorel Paraskiv est spécialisé en relations économiques internationales et dans le monde de l'entreprise. Cela fait plus de 20 ans qu'il enseigne à l'AC et plus de 10 ans qu'il en est le vice-recteur. Avant cela, Dorel Paraskiv a été notamment consultant pour le programme européen phare, également pour le ministère roumain des Affaires étrangères ou encore la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui est basée à Genève. Il a aussi donné plusieurs formations en France et en Suisse en stratégie et développement international. Dorel Paraskiv, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour votre invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, il y a beaucoup de sujets à traiter avec vous, mais on va essayer de se centrer notamment sur votre domaine d'expertise, le commerce international, les relations internationales, les relations d'affaires. Alors, à terme, à moyen, long terme, est-ce que vous voyez dans l'économie roumaine davantage de capitaux roumains, parce qu'on sait que les capitaux, on en parlera après, les capitaux étrangers sont très importants dans l'économie roumaine, mais est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de petites et moyennes entreprises, et pas seulement, qui, quelque part, font leur place au sein de l'économie roumaine et bien exporteront toujours plus et permettront de réduire un petit peu le déséquilibre de la balance commerciale roumaine? Ok, d'après les études qu'on a fait au niveau de l'université, on a constaté cet échange dans les politiques commerciales internationales, surtout tout ce qui considère les imports et les exports. Pendant les dernières 3 années, les grandes entreprises ont commencé à se concentrer surtout pour l'Europe et de créer des pôles commerciaux internationaux régionaux. Ici, la Roumanie a un rôle à jouer parce que c'est un pays stable, c'est un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, on a constaté des business qui viennent de se développer en Roumanie dans tous les secteurs. Donc, de ce point de vue, la Roumanie est bien placée pour attirer les investissements étrangers. C'est un pays stable, c'est un pays qui offre des possibilités de développement, qui bénéficie d'un coût de travail très bien formé et pas très cher pour l'instant. Donc, on a aussi les ressources nécessaires. Donc, on a constaté dans les supply chain, dans les flux globaux des marchandises, cette centrage sur des pays qui sont plutôt régionaux. Et pour quelques mois, même une année, on a repensé les échanges avec l'Asie et avec les autres territoires. Donc, je suis plutôt optimiste pour ce qui concerne le développement des affaires ici, les capitaux étrangers qui viennent, mais aussi, on a constaté des petites boîtes roumaines qui ont commencé à être présents sur le marché européen et même aux États-Unis. Donc, on a besoin d'un certain... Dans quel domaine? C'est la finance, le domaine financier, le domaine immobilier, et maintenant on essaye de traiter des différents domaines alimentaires. Et aussi avec l'industrie automobile, parce qu'on a une tradition avec Renault, avec les autres entreprises, on a une tradition pour les pièces partagées. Donc, il y a beaucoup d'usines maintenant qui sont d'Europe, qui produisent ici Donc, on a d'un part les entreprises européennes qui sont présentes, mais aussi des petites entreprises roumaines comme pour la nourriture ou pour les vins, ou le textile aussi, qui commence à être présent dans le marché européen. C'est le début, c'est pas une tradition, la Roumanie n'a pas une tradition comme une grande pays exportatrice, mais ça sera l'avenir, d'essayer de vendre des produits avec des valeurs ajoutées de plus en plus élevées. Oui, je me rappelle d'un expert dans le secteur agricole que je peux citer d'ailleurs, Sébastien Ricord, qui nous disait que l'agriculture était un secteur
qui avait beaucoup de potentiel, mais il fallait améliorer tout ce qui était le secteur de la transformation, mais il y avait des grandes capacités. Oui, c'est un secteur très important pour nous. C'est un secteur où on produit beaucoup, mais on a encore besoin d'investissement pour créer une stabilité dans la production, parce que l'agriculture est très dépendante des phénomènes météorologiques. Donc ça, c'est pour nous une chose à améliorer pour l'avenir. Je lisais ce matin dans la revue de presse de l'ambassade de France, d'ailleurs, je n'avais pas cité jusqu'à présent, mais qui est très bien faite. Je lisais que les investissements directs étrangers en Roumanie avaient augmenté de plus de 43% entre 2021 et 2022. Donc c'est une hausse assez extraordinaire. Oui, c'est normal. Notamment vis-à-vis le contexte. C'est-à-dire, quand vous dites c'est normal? C'est normal parce que le pays se développe. On a parti de très bas. Le pays se développe et puis il y a de plus en plus de compagnies étrangères qui viennent pour produire ici. Mais c'est quand même dans le contexte actuel qui est évidemment avec la guerre en Ukraine, elle a commencé fin février, mais il y avait quand même avec le Covid, c'est assez surprenant d'avoir cette augmentation. Oui, d'une partie c'est surprenant, mais de l'autre partie, quand on pense qu'on peut essayer d'avoir tout à la proximité, l'Europe a besoin d'avoir toutes la production plus proche de chez nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui étaient auparavant intéressées par Vietnam, par la Chine, par d'autres pays, qui commencent à investir ici. Mais qu'est-ce que la Roumanie a de plus par rapport à la Serbie, la Bulgarie, la Hongrie? La Hongrie, c'est encore un autre pays, mais par rapport à la Bulgarie, par exemple, qu'est-ce qu'elle offre de plus de stabilité politique, certainement? C'est la stabilité pour l'instant, en tout cas, économique et politique, bien sûr, Union européenne et OTAN. Je pense que c'est la culture. Je pense que l'esprit entrepreneurial s'est beaucoup développé aussi ici. Et je pense que c'est aussi la tradition. Il y a une tradition forte entre la Roumanie et la France et l'Allemagne et les autres pays. Et si on cite le secteur automobile, industrie, textile, pour l'instant, et même agroalimentaire, là, il y a des filières qui existent. C'est une tradition qui existe déjà depuis des années. Et maintenant, avec le contexte, ça commence à se consolider. Est-ce que le secteur, parce qu'on on parle de ces startups qui deviennent des unicornes, qui atteignent le milliard de dollars en chiffre d'affaires dans le secteur informatique. Est-ce que, mais elles sont à l'étranger, plutôt elles sont actives à l'étranger, mais est-ce que en Roumanie, vous sentez qu'il y a une effervescence à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut parler d'effervescence dans le secteur informatique ou pas vraiment? Il y a une certaine effervescence, mais je pense qu'ici, on a aussi du travail à faire parce que beaucoup de compagnies étrangères, françaises incluses, ils ont beaucoup de services qui sont délocalisés ici. Donc, quand on appelle un opérateur en France, tu peux avoir à l'autre bout de fil un Roumain. Donc, ce qui nous intéresse aussi avec cette boîte IT, c'est aussi de développer et de faire de la recherche dans l'industrie. Voilà. Donc, c'est un domaine qui était beaucoup encouragé par l'État. Voilà, qui a beaucoup d'avantages fiscaux plutôt. Mais à part ces avantages, il y a aussi une éducation. Pour l'instant, dans notre université, l'école de cybernétique, tout ce qui est lié à l'informatique, cybernétique, sécurité online, ils ont beaucoup de demandes, ces genres de facultés. Donc ici, si on peut délivrer 4000 diplômés par an, ça sera parfait. Mais on n'a pas un tel potentiel et un tel État qui peut soutenir ce développement. Donc il y a une forte demande pour ce secteur-là et surtout sur des métiers qui sont des valeurs ajoutées. Informatique, programmation et tout ce qui est programming, et puis tout ce qui est web design, vente en ligne, marketing digital, et ce sont des secteurs où la Roumanie peut avoir un mot à dire. Ce sont des jeunes qui sont davantage embauchés par les multinationales, mais est-ce que vous voyez un élan de start-up chez les jeunes Roumains qui créent leur propre société? On a des programmes qui soutiennent les startups, des petites sociétés entrepreneuriales des étudiants. Ça commence comme esprit, il y a une vingtaine dans notre université aussi. C'est une culture qui se forme. Donc, on peut avoir des petites boîtes, des petites études de cas, des compagnies roumaines qui se développent. C'est difficile à attirer le marché européen ou le marché mondial, mais dès le début, ils ont cette vocation d'être vraiment des compagnies globales. Donc,
parmi les étudiants, nos étudiants, il y a une telle effervescence Mhm. de créer des petites boîtes, des startups, mais qui sont dès le début destinées aux clients qui sont pas seulement pour la Roumanie. Mhm. C'est un esprit. Alors la Roumanie, on l'espère, est en passe de rentrer dans l'espace Schengen. Ben, je lisais encore une fois sur la revue de presse, dans la revue de presse de l'ambassade de Roumanie ce matin, l'ambassade de France en Roumanie, pardon, excusez-moi, ce matin, que il y avait des craintes d'un veto néerlandais. Donc c'était loin d'être fait encore. Et puis d'un autre côté, il y a aussi la Roumanie qui est en phase déjà d'adhésion à l'OCDE. Mhm. Alors tout ça, alors c'est de bon augure, mais il faut encore attendre un petit peu. Quelles sont vos prévisions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes Je suis optimiste? optimiste, je Oui. suis optimiste. Ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer l'entrée dans l'espace Schengen exactement? À mon avis, du point de vue technique, c'est bon, on a tous les critères, mais ça va changer du point de vue de la libre circulation des personnes pour travailler, pour tout ce qui est boulot, entreprise. Donc, ça va dynamiser un peu le monde des affaires et ça va encourager les jeunes à aller investir là-bas ou bien créer des investissements parce que c'est un marché qui sera 100% ouvert. Pour l'instant, ce marché a quelques limites pour le développement. Donc, le CDE et bien sûr le Schengen seront aussi des accélérateurs de développement du pays. L'OCDE, faire partie de l'OCDE, est-ce que c'est quoi? C'est une belle carte de visite surtout? Est-ce que c'est un gage de crédibilité? Qu'est-ce que ça va amener le fait d'être membre dans l'OCDE? Excusez-moi, peut-être que je vous pose une question qui est... Ça, c'est une chose qui aide beaucoup le positionnement du pays au niveau des investisseurs. Voilà, ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance, ça donne de la stabilité. Et en plus, ça donne aussi l'espoir de créer et de développer des affaires. Il s'agit d'une certaine transparence et d'une certaine prédictibilité du pays. On a besoin de ça. Oui. Vos prévisions pour 2023, est-ce que... Alors évidemment, il y a là cette crise énergétique qui va qui touche tout le monde. Je lis d'un autre côté que, en ce qui concerne le gaz, la Roumanie est peut-être mieux lotie que d'autres pays. Il y a l'inflation, mais il y a aussi cette croissance économique à plus de 5% sur le dernier semestre qui est assez spectaculaire. Comment vous voyez les choses à partir de l'année prochaine? Oui, ça sera un hiver où on doit être tous solidaires. Ça sera pas facile à gérer. Comme vous avez mentionné, notre pays a une dépendance de gaz qui n'est pas très, très grande. Selon les sources, c'est moins de 10%. Donc, apparemment, c'est passable, mais ça dépend aussi des conditions météo. Ça dépend aussi de tout ce qui est politique européenne au niveau de l'énergie. Je pense qu'il faut prendre les mesures qui sont les plus adaptées à nos besoins. En ce qui concerne l'électricité, il faut vraiment trouver les outils pour passer aux énergies renouvelables parce qu'il y a encore du potentiel en Roumanie pour tout ce qui est éolien et soleil. Maintenant, on a vu avec l'énergie hydro, avec la pluie, avec la sécheresse, c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment avoir des projets qui soient centrés vers l'énergie verte et l'énergie renouvelable. Donc, ça sera compliqué de prévoir l'hiver, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut préparer le terrain pour l'avenir. Est-ce qu'une sorte de stagflation, c'est-à-dire une inflation qui se maintient, vous préoccupe? Ça peut être aussi envisagé, mais là, je pense qu'on sera corrélé avec ça, la Banque centrale européenne et les politiques monétaires au niveau européen. Donc, je pense qu'on va rester dans les limites acceptables. Donc, ce qui est préoccupant, c'est la situation énergétique, ce qui est très important, parce que ça aurait beaucoup d'impact sur les autres, sur toute la chaîne des valeurs qui sera touchée. Donc ici, c'est vraiment, à mon avis, ça sera un défi pour l'Europe. Mais il faut le faire. Oui, oui. On va revenir à ces jeunes que vous connaissez bien. Ça fait plusieurs années que vous enseignez à l'AC. Alors d'abord, je voudrais avoir votre sentiment quant à cette nouvelle année universitaire. Votre sentiment vis-à-vis des étudiants.
Comment alors c'est des étudiants qui ont d'abord vous enseignez à des étudiants qui ont quel âge? De 18 jusqu'à 60. Jusqu'à Oui. d'accord. Oui. D'accord. On a tout genre de programmes dans notre université. D'accord. On a Je licence, suppose master, MBA, formation continue. Ah oui, oui, effectivement, oui, C'est MBA, vous avez oui. des gens qui ont On a 40, plus 50 de ans, 22 000 étudiants. Et dans le d'accord, programme MBA qu'on a avec le CNAM de Paris pour l'instant, on a des étudiants qui sont de 45, 50 années. d'accord. Donc je suppose que l'enseignement, mais ça c'est une merci de cette précision. Donc c'est un enseignement qui est comment vous enseignez? Qu'est-ce qui change dans votre enseignement quand les matières sont différentes, mais qu'est-ce qui change dans votre approche pédagogique quand vous avez en face de vous des étudiants qui ont 18, 22, 23, 24 et puis 40, 45 et c'est quoi les grandes différences? Ça change tout. Depuis 3 années, il a fallu basculer. Ça, c'était une bonne partie. Il a fallu basculer au digital, il a fallu basculer aux nouvelles technologies. Donc, on était un peu motivés de mettre tout en ligne, de créer des petites vidéos, des petites simulations. Donc, à mon avis, dès que la pandémie a commencé, on était un peu obligés de changer la manière dont on enseigne, de changer aussi le contenu de nos cours parce que on a toujours de nouveaux chapitres qui s'ajoutent à cause de ce nouveau contexte turbulent, la pandémie, la guerre et tout ça. Et d'autre part, les étudiants sont très attirés. Ils viennent. On a eu une période quand c'était online. Et maintenant, on est 100% face à face. Et les étudiants aiment ça. Ils aiment venir en salle. Ils aiment venir discuter en amphi avec les professeurs. Donc, et je les sens plus motivés. Plus motivés qu'avant. Voilà, plus motivés qu'avant. Ouais. Donc, quelque part, c'est le point positif. Oui, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Et aussi, une autre chose qui était assez surprenante pour moi, compte tenu de mon expérience de management, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont restés en Roumanie, qui auparavant voulaient aller étudier dans d'autres pays. Et maintenant, compte tenu de ce contexte qu'on a, ils ont décidé de faire leur licence, leur master, leur MBA à Bucarest. On a des formations en anglais, en français, en allemand, qui sont 100% délivrées à l'université dans ces 3 langues. Mais ça, c'est encore une fois une conséquence de la pandémie ou? C'est ce que je pense. Parce que là, aujourd'hui, bon, vous dites qu'il y a les cours sont en présentiel. Sont en présentiel, mais ils décident de toute façon de rester à Bucarest. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ça nous oblige aussi à nous d'aller vers eux et de préparer le contenu et la livraison de cours. Et c'est aussi important pour les programmes MBA. On a un programme avec le CNAM de Paris depuis 25 années. On forme des jeunes cadres pour les entreprises, toutes les grandes boîtes, Carrefour, Auchan, Renault, ils sont tous présents à l'école. Donc, la filiale roumaine. Oui, la filiale roumaine. La filiale roumaine du CNAM. Les filiales roumaines, oui. D'accord. Ouais, donc ici, on a des gens qui sont en formation continue, qui ont des Roumains, principalement, mais il y a aussi des Français, d'autres nationalités. Mais ces gens, ils reviennent pour revoir c'est ce qu'ils ont appris. Ça fait une quinzaine d'années. Et d'après les discussions qu'on a eues avec eux, ils ont senti ce sentiment de revenir vers l'école et de revoir c'est ce qu'ils ont appris et de faire un refresh de leurs connaissances. Donc ça, c'est très important. Tout en allant au-delà, parce que le MBA, ça va, c'est aussi aller au-delà d'une simple licence. Donc ils ont quel âge à peu près? C'est les gens qui font un master? Pour le master, c'est entre 23, 24 et 30, et pour le MBA, c'est entre 35 jusqu'au 60. D'accord. Donc le master, alors expliquez un petit peu la différence entre master et MBA. Le master, ce sont les gens qui ont fini la fac et qui veulent continuer selon le programme licence, master, doctorat, c'est le cycle Bologne. Voilà. Et le MBA, ce sont des gens qui ont déjà des postes de pouvoir dans leur boîte, mais qui ne sont pas économistes. Ils sauvent, je sais pas, ils ont fait des différentes formations. Et eux, ils veulent venir avoir des études de management, d'économie, de compta, de finances, pour mieux comprendre le contexte économique actuel. D'accord. Donc là, ils ont des cours de stratégie, de management, de finances, audit, tout. Et vous, qu'est-ce que vous préférez?
Quels sont les élèves que vous appréciez le plus? Moi, j'apprécie les jeunes parce qu'avec eux, tu as une certaine énergie, tu vois comment ils réagissent au nouveau concept que tu enseignes pour la première fois au niveau licence. Pour moi, pour le commerce international, chaque fois je parle des Incoterms, des import-export, ils sont tous très, très contents. Et avec les autres, c'est une autre expérience d'enseigner parce qu'ils ont déjà 5 ou 10 années dans la boîte et ils viennent avec presque des études de cas, avec des questions très ponctuelles. D'accord. Donc ça, c'est une autre expérience, surtout basée sur une expérience d'affaires, sur une expérience de travailler dans un certain niveau. Donc c'est complètement différent. Tu dois avoir plusieurs chapeaux. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous, enfin moi personnellement, j'ai été quand chaque fois que j'ai été en contact avec les jeunes roumains et roumaines qui avaient voilà entre 18 et 23, 24 ans, enfin personnellement, j'ai senti une certaine différence. Que ce soit à Bucarest ou ailleurs, entre les très jeunes, enfin ceux qui sortent du bac, qui ont 18 ans, une vraie curiosité, et puis, mais bon, c'est peut-être simplement une impression. Hein. À 23, 24 ans, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il y a moins d'appétence. On sent plus voilà, peut-être un peu de paresse pour étudier. Est-ce que vous ressentez également la même chose ou à l'AC, c'est différent? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. C'est un peu différent. D'abord parce que une chose qui est un peu unique, c'est que les étudiants, à partir de la 2e ou la 3e année, ils ont déjà un travail. Ça, en France, j'ai pas vu ça, mais en Roumanie, ça existe. Et puis, ça expliquerait pourquoi c'est pas simple pour eux d'étudier et de travailler en même temps. D'accord. Et puis, quand on arrive au niveau de master, là, on est obligé à mettre les cours après 18 heures parce que là, 90%, ils travaillent. Donc ça, ils ont déjà commencé un premier boulot, ils ont déjà des expériences, et puis ils doivent ajouter aussi des connaissances théoriques. Donc pour eux, c'est un peu trop, à mon avis. Oui. Et ils commencent à avoir une certaine réticence. Oui. Donc c'est ça, il faut vraiment trouver le bon rythme aussi pour développer la carrière. Mais le contexte est changé. J'ai discuté avec plusieurs étudiants, ils m'ont dit, oui, on travaille parce que la plupart des jeunes travaillent dans notre groupe. Oui. Et tu as un peu le sentiment d'être présent et d'être intégré. Oui. Donc, c'est cet esprit d'aller... Reprendre avec du théorique à 18h, voilà, ça peut être simple. Ouais. Donc, il commence à 9h et il s'arrête à 19h. Donc, c'est un peu comme ça. Mais ça peut les aider à l'avenir parce qu'ils savent mieux gérer le temps. Le time management, il est très bon. Ils savent comment mettre chaque étude par chaque cas. Donc, ils peuvent aussi ajouter des valeurs. Surtout au niveau master, s'ils travaillent dans le même boulot, ça c'est bien pour eux. Il peut les aider aussi pour faire le mémoire, la soutenance de mémoire finale. Donc, ça peut les aider. On ne peut pas les dire c'est bon ou c'est pas bon, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire c'est bien de travailler ou c'est pas bien. Ouais. C'est leur propre choix. C'est un choix personnel. D'accord. Fin août, les nouvelles lois sur l'éducation, enfin le débat public sur ces nouvelles lois c'est conclu. Et il va y avoir des nouvelles lois en début janvier qui vont toucher tant le secteur préuniversitaire que le secteur universitaire. Alors, est-ce que, d'après ce que vous avez pu voir, ça va être positif? Est-ce que ça va vraiment modifier des choses pour vous à l'AC ou C'est une loi qu'on attend, c'est pour l'enseignement. Au niveau des structures de l'université, c'est pas... Parce que chaque université a sa propre liberté de faire sa propre stratégie selon sa vision. Donc, je pense qu'au niveau universitaire, ça n'aura pas un impact négatif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour le préuniversitaire, pour les écoles. Ça va pas, oui, voilà, ça va pas amener à de grands changements. D'après ce que j'ai vu, cette loi laisse beaucoup de marge pour les universités. Ouais, pour l'université, oui, c'est surtout les grands principes. Voilà. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, chaque université doit décider sa propre stratégie, son propre position dans le marché. Et notre université, il est fondée en 1913, donc sur l'économie et gestion, on n'a vraiment pas de concurrents
Oui, oui. Et vous êtes pour que chaque entité, que Polytechnica d'un côté, l'AC soit indépendante, tout en étant régie par des grandes... À mon avis, il faut avoir le cadre, règles, et puis chaque université oui. doit trouver son propre marché. D'accord. Mais il faut avoir le cadre réglementaire, il faut avoir bien sûr l'autorité du ministère, mais chaque université doit avoir sa propre stratégie, sa propre vision des choses, sa propre manière d'attirer les compagnies, parce que c'est vraiment aussi la guerre d'avoir des compagnies présentes dans l'université pour être face à face aux étudiants, parce qu'il y a des entreprises qui viennent toujours pour recruter. Et depuis 5 ans, quand je suis en poste, j'ai dit il faut pas seulement venir pour recruter, il faut être là présent avec eux pour discuter, pour faire des échanges, pour les voir un peu dans leur contexte, et puis essayer de les proposer de venir travailler chez vous, chez différentes boîtes. Et maintenant, ils ont changé la mentalité. Ils sont de plus en plus présents pour faire des petites études de cas, des petites conférences. Et avec, tout au long de l'année, ouais. Voilà, tout au long de l'année. Et même faisant des événements ensemble, faisant des petits cours ensemble. On fait maintenant des séjours de motivation avec des entreprises, avec les étudiants, une petite école de leadership qu'on peut faire avec eux dès le début de la carrière. Et les dirigeants et les directeurs des ressources humaines des différentes boîtes, ils sont présents, ils discutent avec eux, il y a un échange, et puis au bout de 2-3 ans, ils peuvent être aussi embauchés. Ça, à partir de fin de la licence Oui, fin de la licence, master, bien sûr, voilà, bien sûr. Et ça, c'est très bien. Les compagnies ont trouvé ça très, très bien comme stratégie, parce qu'ils peuvent être aussi présents. On a ouvert, en fait, l'université, et on a dit aux entreprises, allez, venez les voir dans leur espace, travailler avec eux. Si tu as une étude de cas sur les ressources humaines de Société Générale, voilà. Et puis, peut-être, pourquoi pas, à la fin de ce séminaire de 2 heures, tu peux trouver 1 ou 2 étudiants qui peuvent être internes chez toi. Donc, c'est un peu une manière plus flexible et plus adaptable aux besoins. Donc, on est 100% ouvert pour tout ce qui est monde d'entreprise. Et je sais que vous êtes notamment en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine à Bucarest. Voilà, on fait beaucoup d'événements avec eux, on a des colloques, des séminaires avec la Chambre, avec la plupart des compagnies françaises qui sont présentes. On a des événements, des cours de formation, on a même créé une gala d'excellence où on donne des prix à tout ce qui est les meilleurs étudiants, les meilleurs profs. Et tout ça, c'est avec les entreprises qui sont présents. Français et d'autres aussi, qui sont autrichiens, allemands, présents dans la Roumanie. On arrive à la fin de cet entretien. Dorel Paraskiv, j'ai encore 1 ou 2 petites questions. En France, dernièrement, j'écoutais que les jeunes diplômés, notamment des grandes écoles, étaient demandés à ce que les grandes structures qui allaient les embaucher aient une politique de responsabilité sociale développée. Sinon, ça ne les intéressait pas et qu'ils n'allaient pas accepter l'emploi simplement parce que il y aura un bon chèque à la fin de l'année. Est-ce que vous sentez chez les jeunes Roumains ce besoin aussi de travailler, de faire sens dans ce qu'ils vont faire dans leur avenir professionnel? En tout cas, il y a, semble-t-il, en France, et je suppose que c'est pas qu'en France, une vraie tendance chez les jeunes à vouloir travailler au sein de structures qui vous parliez d'environnement, qui soient très conscientes des problèmes environnementaux et où la responsabilité sociale est importante. Est-ce que chez les jeunes Roumains, il y a cette prise de conscience? Oui, il y a cette prise de conscience. Il y a beaucoup de thèmes et de sujets qui sont déjà abordés. Et plus qu'une prise de conscience, c'est un impératif de dire vous voulez m'embaucher, très bien, mais moi je veux que vous soyez comme ça. C'est vrai. C'est bien qu'ils sont comme ça. On a même préparé des cours et on a délivré des cours de développement durable, tout ce qui est économie verte, l'environnement. Il y a des choses qui sont vraiment traitées parce qu'on est issu d'une faculté d'économie de l'environnement. Donc, c'est vraiment le terrain où tu peux développer des projets d'environnement, pollution, développement durable. On a des projets, moi-même j'ai un projet de développement durable pour notre école qui aide pas seulement à prendre conscience, mais aussi à faire des actions concrètes. Et pour l'instant, on a développé même des cursus, des programmes d'études qui sont adaptés.
pour les mondes d'entreprise aussi, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui, pour l'instant, sont réfléchissants. Il faut les faire agir. Donc, on va vers cette entreprise et on les propose. Donc, je pense que il y a une prise de conscience et les gens sont de plus en plus ouverts et préoccupés par l'environnement et par le développement durable. Ces jeunes veulent que leur travail fasse sens et ne Oui. soit pas simplement... Oui, D'accord. ça, on peut le sentir auprès des jeunes. Au niveau MBA, ils sont déjà habitués, ils ont déjà travaillé. Ils sont déjà touchés par la culture organisationnelle de la compagnie où ils travaillent. Oui. Mais au niveau des gens, c'est plus présent. Une dernière question, Dorel Paraskiev. Je suppose que, en plus, vous parlez parfaitement français. Vous avez été approché par des grandes structures par le secteur privé et que on vous a proposé des postes très bien rémunérés tout au long de votre carrière. Vous avez choisi de rester dans le monde académique. Est-ce que c'est un choix évidemment, c'est un choix vocationnel, je dirais. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? C'est un choix vocationnel. C'est moi qui ai choisi ce chemin. Bien sûr, j'ai fait une partie de mes études en France. J'étais à Lille et à Paris, puis j'étais à Genève. Bien sûr que j'étais approché par des différentes boîtes qui m'ont proposé. Vous avez hésité à un moment donné? Non, j'ai pas hésité parce que j'ai toujours voulu faire ce métier. Je me sens très bien dans mon métier de professeur. Et je pense que c'est bien d'aimer ce qu'on fait. Donc, j'aime beaucoup ce que j'ai fait et ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de relations dans le monde d'entreprise et ça nous aide beaucoup à apporter des compagnies qui soient proches de nous et avec que l'on puisse se développer ensemble. Dorel Paraskiev, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur RFI au micro du soir. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro et sur la page Facebook de RFI. Merci à vous, Week-end Placout. Au revoir. Merci, bonne soirée.